Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel on va parler expatriation et on va parler d'un pays, et ça tombe bien, nous passons la frontière estonienne, ça permettra de nuancer. On l'a passé plusieurs fois sur la chaîne au cours des vlogs. Dans ce vlog, nous allons nous concentrer sur une autre destination d'expatriation qui n'est pas l'Estonie, mais qui est la principauté d'Andorre. Pense à t'abonner, pense à activer les notifications. Si tu nous découvres sur cette vidéo, tu trouveras du contenu dédié à l'expatriation que je qualifie de capitaliste en opposition à l'expatriation de communiste. Notamment notre comparatif pour 2024 dans lequel Andorre est cité et comparé à d'autres pays avec des critères capitalistes, des critères taxation. Je pense que je te mettrai la vignette au montage, ça je suis assez bon pour le faire, enfin c'est assez simple pour que ça soit à ma portée. Sur le sujet de l'expatriation également, tu as une masterclass dédiée à l'expatriation capitaliste et avec des techniques d'initiés qui étaient totalement offertes pour maximiser au maximum, ça fait une petite répétition, des techniques spécifiques. L'inscription est gratuite, tu trouveras le lien sous la vidéo et également dans les commentaires. Également, tu peux nous rejoindre sur nos réseaux, notamment notre Telegram où nous sommes plus de 3000, où tu trouveras du contenu exclusif. Je vais enlever ça. Je vais doubler le polonais. Également, notre Discord, tu peux le rejoindre. Une fois que tu l'as rejoint, pense à valider le règlement pour avoir accès aux différents salons. Tu pourras échanger avec la communauté, partager ton expérience, demander, poser des questions, c'est entièrement offert. Tu trouveras également, si l'expatriation est quelque chose que tu souhaites considérer, le lien de Expat Strategic Pro. Qu'est-ce qu'il y a ? CityB a envoyé BSD. We have noticed that your BNM 2549 has been unlocked and not used for some time. Please make sure your trip is completed on the app if you are done or if you continue using ta gueule. Lock it with the car key. Pardon, je comprenais pas ce que c'était. Comme je l'ai dit, tu trouveras le lien de Expat Strategic Pro. C'est un programme entièrement offert d'une valeur facile de 1000 € avec des stratégies d'expatriation, ce que tu dois regarder, ce que tu peux faire. Inscris-toi, le lien se trouve dans la description. Rentrons maintenant dans le sujet et parlons de la principauté d'Andorre. Et je vais essayer de diviser ce vlog en deux parties. La première partie, qui va être relativement courte, va être la principauté d'Andorre sur le papier. Sur le papier, c'est parfait. On va pas se mentir et je vais t'expliquer pourquoi. Et ensuite, on va voir si c'est également parfait dans la réalité et on parlera de la principauté d'Andorre dans sa réalité. Qui pour moi, petit teasing, est un enfer pour entrepreneurs. Alors, avant de commencer cette vidéo, il est nécessaire que je parle un peu de mon expérience en principauté d'Andorre. Ce n'est pas de l'expérience Google ou sur les chats. Car oui, lors de mon précédent emploi, j'ai travaillé en principauté d'Andorre. Et j'étais notamment le gérant de la deuxième société dont le capital était entièrement détenu par des étrangers. Car avant, en Andorre, si ma mémoire est bonne, tu devais avoir 66% du capital qui était détenu par un Andorran. Donc tu utilisais des prête-noms, ça posait beaucoup de problèmes et c'était une activité à part entière. Et en 2013, Andorre a permis l'investissement étranger, c'est-à-dire qu'une société andorrane soit détenue à 100% par des capitaux extérieurs, ce qui n'était pas le cas, et nous étions la deuxième société, si je ne dis pas de bêtises, la première société étant une société d'aménagement d'ambulances, française également, qui aménageait les ambulances là-bas. Donc ce que je vais te partager ici, c'est un retour terrain, un retour concret, car j'ai pu voir la principauté d'Andorre changer grandement entre le début où j'ai commencé et ensuite. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. La principauté d'Andorre sur le papier, soyons sincères, elle est parfaite. Proximité avec la France, situation géographique parfaite, cadre de vie exceptionnel, fiscalité aussi exceptionnelle, sécurité
paysage. On peut difficilement faire mieux, notamment pour ceux qui aiment la montagne, qui aiment le style de vie un peu mélangé français-espagnol. On y parle français, même si généralement on y parle catalan. 300 jours de soleil par an, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a de la nature, il y a la montagne. C'est idéal pour les amoureux du sport, de la nature, avec une très grande proximité avec la France. C'est idéal également pour les familles, avec des lycées français, des grosses communautés françaises et des lycées de très très bonne qualité. Qu'on soit d'accord, la principauté d'Andorre, elle a tout sur le papier pour être parfaite. Et c'est souvent une nuance qui est très importante. L'intelligence se trouve dans la nuance. Je repique cette phrase à Cédric de la communauté Diomento. Je te mettrai sa chaîne en haut. J'aime beaucoup cette phrase. Car maintenant, sur le papier et la réalité, il y a un énorme gap. On peut également parler d'un point de vue papier du coût de la vie, qui est inférieur à la France et à l'Espagne en raison des taxes plus faibles, notamment à l'absence de TVA qui est remplacée par un impôt qui s'appelle l'IGI, qui est de 4,5%. Donc le tabac est beaucoup moins cher. Enfin, c'est connu de tous les frontaliers qui partent le samedi au pas de la case pour aller faire les courses, pour aller acheter l'alcool, les cigarettes, les parfums et tout ça. C'est un duty free, quoi. On peut parler également du prix de l'immobilier qui est relativement faible à la location par rapport à la valorisation de l'immobilier. L'immobilier est relativement cher à l'achat, mais relativement peu cher, comme dirait un Marseillais, à la location. C'est pas là-bas que tu vas faire du cash flow. Tu vas pas faire du gros cash flow là-bas avec les prix de l'immobilier et le montant des loyers. Plein de choses attirantes, plein de petits villages. Vous avez Andorre-la-Vieille, oui, Escaldès, oui, c'est commerçant, c'est pas très beau, mais quand tu vas vers Sispony, que tu vas à Ordino, que tu montes vers le pas de la case, t'as de super petits villages, un super cadre de vie. J'ai envie de dire que Andorre, c'est un peu l'offre irrésistible d'un point de vue marketing, notamment pour les Français. Bon, il faut nuancer quelques points, c'est que pour s'expatrier là-bas, ça demande un investissement, il faut créer une société, ça prend du temps, tu dois déposer des cautions, donc ça a un certain coût, tu ne peux pas partir et être résident demain. C'est des procédures à suivre, ils sont très paperasses, tu as plein de papiers à faire, notamment les apostilles de ton casier judiciaire, les copies de ton passeport, enfin c'est assez lourd et c'est assez paperasse. Et on va en parler maintenant sur la réalité. Parlons maintenant d'Andorre. Est-ce que c'est parfait en réalité? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la principauté d'Andorre, c'est avant tout un pays de pirates. Alors, ça peut plaire à certains, mais c'est un pays qui a basé sa richesse sur la contrebande de tabac, la contrebande de sucre à l'époque, la contrebande d'alcool. C'était vraiment... Et le fait que tu pouvais cacher ton argent là-bas, parce que tu avais un secret bancaire qui était garanti constitutionnellement. C'était dans la Constitution. Et donc, c'est un pays de contrebandiers. C'est-à-dire, on s'en fout, on a un avantage comparatif, on n'a pas besoin de développer le reste. Avant 2013, c'était un havre bancaire d'un point de vue, comme je l'ai dit, secret bancaire. C'était entièrement étanche, tu pouvais avoir les comptes numérotés, chose qui était plus possible en Suisse. Et on va parler de ça parce que ça a eu une incidence sur l'Andorre. C'était un réel paradis bancaire, les dépôts bancaires étrangers étaient énormes par rapport au PIB du pays. Les banques uniquement nationales, il y a 5 banques nationales pour 80 000 habitants. Je pense que maintenant il y en a 2 qui ont fusionné, si je ne dis pas de bêtises, ou qui sont en pourparlers de fusion, et c'est Morabank et Sabadell, si je ne dis pas de bêtises. C'était un havre pour les gens qui venaient planquer leur argent, donc c'était des banques de contrebandiers également. C'est l'avantage comparatif, le syndrome, on pourrait l'appeler anisette. Tout le monde allait chez eux car il y avait un secret bancaire, qu'ils fermaient les yeux sur la provenance des fonds et qu'en fait leurs produits bancaires étaient merdiques. Les services bancaires, on s'en foutait royalement. Tout ce qu'on leur demandait, c'était que ça soit caché, que personne ne le sache. On s'en foutait royalement du service bancaire, on s'en foutait royalement de l'expertise bancaire. Donc tu avais des banquiers privés qui étaient juste avant des coiffeurs. Donc
Niveau service, expertise, c'est un peu moyen. Quand tu parles à un banquier luxembourgeois et que tu parles à un banquier andorran, tu as l'impression de parler à un mécano de chez Speedy, quoi. Excuse-moi la comparaison, quoi. Donc le produit était marketing, mais pas qualitatif. Un peu comme les entrepreneurs qui s'en foutent de payer 3 fois plus de frais sur la LLC en se croyant anonyme, tu vois, c'est à peu près comme ça. Alors qu'en réalité, les frais Stripe qui sont jamais considérés, selon ton marché, peuvent représenter une imposition à eux seuls. Surtout que c'est pas sur ton bénéfice, c'est sur ton chiffre d'affaires. Donc tu multiplies le pourcentage par ta marge. Si tu as 30% de marge, ça peut représenter 15% d'impôt, quoi. Il faut y penser à ça. En 2015, il y a eu en Andorre une grave crise bancaire. Alors peut-être que certains sont au courant, s'il y en a qui ont été en Andorre, ils sont forcément au courant. Ça a été un tremblement de terre. Et c'est une crise bancaire qui a frappé, c'était la 3e ou 4e banque andorrane, qui s'appelait Banca Privada d'Andorra. C'est connu sous le nom également de BPA pour Banca Privada d'Andorra. Ouais, 3e ou 4e banque andorrane. En mars, c'était en mars 2015, parce qu'il me semble que c'était à la clôture du premier trimestre. Le Trésor américain, à travers son bras armé, le FinCEN, pour Financial Crime Enforcement Network, FinCEN, a catalogué la banque comme un Primary Money Laundering Concern. C'est-à-dire, grosso modo, pour le résumer, c'est comme si tu as un mec qui est en face de toi avec un pistolet et qui appuie sur la détente. Pour une banque, c'est terminé, bonsoir. Tu n'as même pas le temps de mettre des shorts sur le cours de l'action parce que l'action de la banque, elle vaut plus rien. Suite à cette opération, il y a eu un affolement du gouvernement, il y a eu plein de théories du complot, réelles ou pas réelles. C'est un scandale ce qui s'est passé. Et la banque a été accusée d'avoir des liens avec la mafia en Chine, avec la mafia chinoise en Espagne. Il y avait une énorme opération à la même époque, Esmeralda ou je sais pas quoi, en Espagne, avec des Russes et avec la société pétrolière du Venezuela, d'être un tuyau de canalisation de l'argent vénézuélien. Suite à ça, les retraits étaient capés à 2500 balles par semaine. Tu avais la queue devant les distributeurs, et vu que tu n'en as pas 300, c'était un peu difficile. Et le pire, si tu avais des employés à payer, tu ne pouvais faire que 2500 € de paiement. Si sur un mois, tu avais le loyer à payer, tu avais 10 000 balles de charge, tu pouvais payer que 2500. Donc c'était relativement catastrophique. Et pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement d'Andorre? Ils avaient mis à l'époque un prêt pour permettre, pour financer les salaires, les retraits et tout ça. Et un prêt à taux zéro, là-bas, ils ne connaissaient pas. Donc en plus, ils gagnaient du fric sur ça. Ça a été, il faut le comprendre, hein, en France, tu n'en as peut-être jamais entendu parler, mais en Andorre, ça a été une déflagration pour la principauté d'Andorre. Et pour te donner un ordre d'idée, je vais prendre mon téléphone parce que je voulais vérifier un truc. À l'époque, les actifs de la Banca Privada d'Andorra, de BPA, étaient de 3 milliards d'euros. D'accord? Donc ça va, c'est pas dégueu. C'était l'une des banques les plus solvables, et si je dis pas de conneries, la 2e ou 3e banque en Europe la plus solvable. En même temps, tu sais, quand tu fais pas de crédit et que tu mets même pas de carte de crédit, c'est pas difficile d'être solvable. Parce que la solvabilité d'une banque se traduit par l'argent que tu as et l'argent que tu prêtes. C'est le ratio. Vu qu'ils se concentraient que sur les étrangers qui venaient foutre leur argent chez eux, à qui jamais allaient demander un crédit, qui voulaient même pas qu'on sache et qui laissaient l'argent dormir, et que les banques là-bas ne prêtent pas d'argent, automatiquement c'est assez simple d'être solvable. Tu pouvais presque avoir un ratio de 100% solvabilité. J'exagère un peu, mais c'est le cas des banques full reserve, on en a déjà parlé. Le budget annuel du gouvernement de la Principauté d'Andorre, c'est moins de 500 millions d'euros. D'accord ? Moins de 500 millions d'euros. C'est-à-dire que si
la banque s'effondrait, c'était toute l'Andorre qui s'effondrait. Toute l'Andorre. Le gouvernement andorran n'avait pas assez d'argent pour sauver la banque, tellement les dépôts étaient colossaux en raison de la place financière. Tu vas trouver généralement dans des classements où on te classe le montant des dépôts par rapport au PIB du pays pour montrer les pays où tu as énormément de dépôts, notamment non résidents. Et je peux te dire, si c'était tombé, toutes les autres banques seraient tombées et Andorre aurait été un État failli. Ça aurait été presque un État africain, quoi. Et c'est marrant parce que l'affaire a ressurgi la semaine dernière à l'heure où j'enregistre ce vlog. Et tu vas voir l'importance. C'est que le PDG de la banque, BPA, après l'affaire a commencé comme je l'ai dit, a commencé en 2015. On est en 2023, quasiment en 2024. Il vient d'être condamné à 100 millions d'euros d'amende et 8 ans de prison. Et non, si tu te poses la question, je ne fais pas du Oussama dans l'exagération, tu peux le vérifier sur Internet. Après cet épisode donc en Andorre, toutes les banques, elles ont eu peur. Et le paradis bancaire, où limite tu avais des mecs qui arrivaient avec un sac Nespresso qui te foutait 80 000 balles en billets de vin sur le comptoir et les mecs les encaissaient sans poser de questions et le mec repartait, on est passé aux banques qui voulaient laver plus blanc que blanc. Et rappelle-toi ce que je te disais, les banques andorranes, niveau compétences, déjà pour les banquiers privés ça volait pas haut, alors imagine pour les mecs de la compliance. Pour les mecs de la compliance, tu te demandais si les mecs c'était pas des trisos ou des retraités ou un labrador quoi, aurait mieux fait son travail, quoi. Bon, je vais me faire insulter mais c'est pas grave. Et à partir de cette date, les banques ont eu peur de leur ombre. Limite, tu vas déposer 50 euros, il faut que tu amènes le ticket de retrait que le mec qui t'a payé ça. C'est pire qu'une garde à vue, les banques aujourd'hui. Et les services compliance sont devenus horribles. Pour t'en illustrer quelques exemples, et des exemples concrets, pas du bullshit telling, pas du storytelling à la sauce affabulateur. J'ai toujours des amis locaux qui habitent là-bas, j'ai travaillé plusieurs années, j'ai toujours des amis là-bas. Et récemment, je discutais avec l'un d'entre eux qui a vendu sa voiture. Il vend sa voiture à un mec expatrié à Dubaï, Emirates ID, tout, tu vois. Il vend sa voiture pour l'avoir en Espagne puisqu'il a une résidence secondaire. Et il vend sa voiture à ce mec qui lui fait un virement de l'étranger. Vente de voiture, rien de bien sensationnel. Sa banque, alors qu'il est andorran, nationalité andorran, alors qu'il a bien acheté la voiture, alors que tout est clair, qu'il y a des factures, des contrats, le transport et que le mec il a tout fourni, le virement a été refusé. C'est-à-dire que son client lui a fait le versement pour payer sa voiture, sa banque lui a refusé le virement. La banque a mis 3 ou 4 semaines à renvoyer l'argent. Et on parle de la plus grosse banque d'Andorre qui est Crédit Andorra, si je ne dis pas de bêtises. Et le mec s'est fait traiter de voleur, s'est fait traiter d'escroc, a perdu la vente. Et le mec menaçait de le foutre en justice et est devenu à lui péter la gueule. Il a fait, mais écoutez, c'est pas ma faute, c'est la faute de la banque. Il a envoyé tous les coordonnées. Le mec, il appelle son banquier. Le banquier fait, ah, non, je ne vais pas vous donner d'informations. Super. Au final, tout a été réglé, mais il a perdu sa vente à cause de ça. À l'époque où nous travaillions en Andorre, nous avions demandé l'exécution d'un transfert, pour te donner un ordre d'idée, de 150 000 euros. Et c'était en décembre. Donc, on voulait que l'argent soit sorti du compte en décembre. Un virement pour lequel tu payais quasiment 150 euros à l'époque. On était chez Valbank, donc qui était le nouveau BPA après le scandale. C'était un virement que tu payais 600 euros. Hein. Donc tu sais, nous on a l'habitude, on commence à gueuler quand il y a 15 euros de frais. On payait 600 balles. Aujourd'hui ça a changé parce qu'entre temps ils sont rentrés dans le CEPA, même s'ils ne respectent pas. C'est strictement infernal, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire débiter tes impôts sur un autre compte, tu peux pas domicilier tes revenus ailleurs. C'est vraiment
super chiant, et on fait le virement aux alentours du 20 décembre. Notre compte est débité, on paye les frais, et on envoie au fournisseur, oui, c'est payé, on récupérera la marchandise en février, mi-février, mais on préfère la payer pour que la comptabilité, on ne veut pas que l'argent soit sur le compte. Et là, on lui envoie tout ça, et le 15 janvier, le fournisseur nous appelle et nous dit on n'a toujours pas reçu le virement. Comment ça ok, 2-3 jours pour faire le virement, à l'époque, c'était cohérent. Je vais mettre Tu dis, c'est pas normal, alors que nous, on a été débité, tu vois. Et gros stress, on se dit putain, on avait déjà eu un problème avec la même banque qui s'était gourée d'IBAN. Ah oui, gourée d'IBAN. Une fois, la banque, elle avait envoyé 65 000 €. On avait fait la demande, tu sais, pour faire les demandes là-bas, tu devais remplir un papier, le signer, l'envoyer soit par fax, soit à travers le e-banking avec le token de la banque. Ouais, tu rentrais pas l'IBAN, t'appuyais pas sur le bouton. Non, il fallait remplir une demande où c'était vraiment archaïque. Hein. Je sais pas comment sont les interfaces de paiement. Une application mobile, on ne connaît pas. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont fait des efforts. Il me semble que le Comora Bank était la plus en avance sur ça. Et en fait, la banque, on envoie la demande de virement et le mec envoie le virement sur le dernier IBAN qu'on avait payé. Donc, il a envoyé à quelqu'un d'autre, 65 000 balles. Et là, pareil, le mec nous dit on n'a pas reçu le transfert. On check le RIB, tout était bon. On appelle la banque et la banque nous dit non mais c'est pas notre responsabilité, vous aviez qu'à vérifier une fois que c'était envoyé pour l'annuler. Connard, je suis pas censé savoir que t'es pas capable de recopier des chiffres quoi, et que on t'envoie une demande de virement et toi par simplicité tu prends le dernier IBAN. Ok, c'est la même banque, c'est BNP Paribas, mais il y a plein de clients en France qui ont des comptes BNP Paribas. Heureusement qu'on avait des bonnes relations avec le fournisseur qui nous a renvoyé cet argent. T'es là, ouais. Et la banque, aucune responsabilité. Hein. Ah oui, tu pouvais la mettre au tribunal, tu pouvais espérer 5-6 ans de trucs. Non, en réalité, si le mec nous l'avait pas renvoyé, c'était plus simple, limite, de le passer en perte et profit. Parce que la justice en Andorre, c'est une justice bananière. Hein. Tu vois, plein de petites anecdotes, et je pourrais t'en raconter, mais des dizaines d'autres, un système bancaire littéralement merdique, rendant le business très difficile. Alors, bien évidemment, tu vas me dire, oui, mais on peut avoir un compte Wise, on peut avoir, aujourd'hui tu peux avoir des comptes Wise, tu peux avoir un compte à l'étranger, mais les sociétés andorranes ne sont pas tellement appréciées des banques étrangères. Va ouvrir un compte avec une société andorrane et tu vas voir comment tu vas te faire massacrer. On parle même pas des crédits, on parle même pas des cartes bancaires. À l'époque, ils avaient une carte bancaire, elle était très belle, ça s'appelait la carte Aurum, pour ceux qui connaissent. Elle était superbement designée, mais tu payais 300 balles, t'avais pas d'assurance dessus. Et ça passait même pas au péage en France. Et vu qu'en Andorre, tu pouvais pas faire débiter le télépéage sur le compte andorran, ben t'étais dans la merde. C'est vraiment une juridiction de merde. Bon, aujourd'hui, avec le SEPA, tu peux le faire. Et en fait, et en réalité, c'est ce qui ruine littéralement, mais littéralement la principauté d'Andorre. C'est ce qui en fait c'est ce qui en fait pour moi la pire des destinations pour développer un business d'un point de vue entrepreneurial. Notamment des sociétés peu versatiles qui mettent énormément de temps à être constituées, ultra complexes. Par exemple, pour ceux qui y sont, amusez-vous à demander un cabis récent. Un cabis récent, tu dois remplir un formulaire au Govern, tu dois le mettre, tu dois le donner, tu payes 40 € et tu mets 4 semaines à l'avoir. C'est très pratique quand, par exemple, tu as une banque qui te demande un cabis récent ou une preuve, un good standing dans les pays étrangers. En Angleterre, tu prends un good standing, tu le commandes sur Internet. En France, tu demandes un cabis récent, c'est instantané. En Andorre, tu dois remplir un papier, aller le déposer et récupérer peut-être un mois après. Et ça, je te parle d'un truc. Je sais qu'il y en a un qui a eu un problème. Et c'était il y a 3-4 mois et c'était les mêmes délais. Donc, très peu versatile.
Les banques étrangères, comme je te l'ai dit, elles ne sont pas très friandes des sociétés en Andorre parce que côté contrebandier, beaucoup de paperasse en catalan, tout doit être, c'est vraiment pas pratique, tu dois imprimer le papier, les apporter, les récupérer, c'est vraiment pas pratique, c'est très lent, et ils font pas trop d'efforts pour les étrangers. Bref, en toute honnêteté, tu vois, je suis sur la route et c'est pour ça que c'est marrant de passer la frontière de l'Estonie. On est à 159 km de Tallinn. Je préfère être à Tallinn, qui est un pays que je n'apprécie pas forcément, d'un point de vue style de vie, temps. Tu as vu le temps qu'il fait, il fait combien? 7 degrés, il ne fait pas trop froid, et tu vois la grisaille. Qu'être en principauté d'Andorre pour développer un business. Quelqu'un qui me dit j'hésite entre Estonie et Andorre, je lui dis mais mec, va de suite en Estonie si tu veux développer ton business. Et alors que je n'aime pas l'Estonie pour y vivre à titre personnel, il y a de meilleurs choix, et que j'adore l'Andorre. J'ai des amis en Andorre, le style de vie en Andorre est excellent. Andorre me correspond beaucoup plus. Style de vie, proximité, amis sur place et proximité avec ma famille. J'ai fait des études à Barcelone, j'ai fait des études à Toulouse, j'ai des amis à Toulouse, j'ai des amis à Barcelone, j'ai ma famille qui vit à Barcelone. Je parle espagnol quasi couramment, comme ci, comme ça. Je parle un peu catalan. Je connais toutes les personnes en Andorre. Donc, Andorre serait parfait, mais non. Et je ne suis pas le plus grand fan de l'Estonie pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Tu trouveras plusieurs vlogs à Tallinn, avec un gros tas de merde où je dis la vérité de l'expatriation à Tallinn, où tu peux comparer l'expatriation à Tallinn à d'autres juridictions et chercher l'ensemble. Tallinn, tu as des avantages, tu as des inconvénients, mais pour développer un business, c'est beaucoup mieux que la principauté d'Andorre. Mais pour moi, la principauté d'Andorre est une destination de rentiers. Pourquoi une destination de rentiers et pas d'entrepreneurs? Si demain tu as constitué un capital, et quand je parle de capital, on parlera d'expatriation capitaliste dans un prochain vlog, tu peux aller en Andorre, c'est parfait, si tu n'as pas besoin des outils pour le développer. Et quand je te dis les outils, c'est pas uniquement la baisse de la fiscalité, c'est les outils pour te constituer un putain de capital. Andorre est un très mauvais choix selon moi. Estonie est meilleure. Après, il y a de meilleures possibilités. C'est pour ça qu'on y a bossé et c'est un concept qu'on a développé avec, regarde la vidéo, le comparatif. Andorre, c'est une destination de rentiers, de traders ou de mecs, de YOLO-preneurs qui se contentent qui considèrent que bosser toute leur vie est un projet de vie. C'est-à-dire des salariés entrepreneurs, quoi. Tu vas pas pouvoir créer le capital et tu vas pas pouvoir utiliser les outils pour multiplier tes cash flows, en sachant que la fiscalité ne fait que augmenter légèrement tes cash flows. Si demain j'ai mis tous les outils pour me créer un capital et que donc je n'aurai plus besoin des outils bancaires, plus besoin des outils de structuration, des outils capitalistes, et ça j'en parle notamment les holdings mobiles, la mobilité, c'est important. Andorre, je serai le premier à y aller. L'intelligence se trouve dans la nuance. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur ce magnifique temps où il se met à pleuvoir. Même si la principauté d'Andorre est un excellent choix d'expatriation sur le papier, tout dépend de ton objectif. Et ça, il faut que tu le comprennes. Il est nécessaire donc de déterminer où tu te situes, quels sont tes objectifs et ton horizon temporel. Active également les notifications, puisque dans un prochain vlog, on parlera de l'expatriation capitaliste et on verra pourquoi Dubaï est une expatriation de communistes. Alors ça peut faire rigoler comme ça, mais t'inquiète pas, ça sera argumenté et je pense que tu seras d'accord avec moi. En matière d'expatriation pour entrepreneurs,
il est plus important de se concentrer sur les outils capitalistes, holding mobile, ce que j'appelle les sociétés virtuelles, pour dédoubler les bilans, pour dédoubler la mobilité, les banques, les outils à ta disposition, l'expertise sur place. En Andorre, niveau expertise, tu as ta gestoria, à part faire des additions et des soustractions et n'y rien y connaître, à part si tu en trouves une très bonne. Il y en a très très peu de très bonnes. Et pour ceux qui veulent aller, j'en connais une très bonne. C'est pas... il n'y a pas uniquement l'impôt comme outil capitaliste. Et en plus, si tu regardes le comparatif qu'on a fait, 2024, la principauté d'Andorre, elle s'y trouve dedans et elle est comparée à d'autres juridictions. Et on voit qu'on arrive à des résultats qui sont meilleurs. Avec l'indicateur net in the pocket, c'est-à-dire si je gagne 300 000 euros de bénéfices, que j'ai besoin de 50 000 euros net in the pocket, tu paieras plus d'impôts en Andorre que dans d'autres juridictions, en utilisant les bons outils. On en parlera dans la masterclass expatriation, le lien se trouve dans la description. Et je vais te mettre la vignette va s'afficher ou elle va s'afficher dans quelques secondes à la fin de la vidéo. Retiens que la clé de la liberté financière, si tu as envie de l'appeler comme ça, c'est pas le travail, c'est le capital. Et pour créer le capital, il te faut une juridiction qui va te permettre de le créer, de le multiplier et d'aller beaucoup plus rapidement dans cette accumulation du capital. Les autres juridictions sont donc des juridictions de communistes. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et si cela a pu t'aider. Et je t'invite à regarder attentivement quand les gens te parlent de la principauté d'Andorre. Bizarrement, ils occultent tout le temps cette partie-là. Mais n'hésite pas à demander à des gens sur place. N'hésite pas à des gens des locaux ou des expatriés. Et si tu es en Andorre, n'hésite pas à partager ton expérience sous les commentaires ou de venir la partager avec la communauté dans le Discord. Pensez que sur le Discord, validez le règlement pour avoir accès à tous les salons. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!